qui sont tombés aux mains des pro-Ouattara en l'espace de quelques jours. Ils sont maintenant à Yamoussoukro. Comment expliquer qu'il y ait eu si peu de résistance ? Alors c'est un tournant, c'est pas forcément la fin de l'histoire, c'est pas forcément l'épilogue, de même que le 28 novembre, le jour de l'élection, n'était pas la fin de l'histoire, mais c'est un moment important. Effectivement, on a l'impression que le camp Ouattara, après avoir beaucoup attendu, après avoir beaucoup espéré un règlement politique à Abidjan entre les deux hommes, le camp Ouattara, voyant que le règlement politique ne venait pas, que les pertes civiles étaient de plus en plus importantes, a visiblement, il semblerait, pris la décision de lancer l'offensive. Cette offensive dont on savait qu'elle était possible dans ce pays coupé en deux, avec des forces du Nord qui étaient organisées, dont on savait qu'elles avaient les moyens militaires un jour de déclencher l'offensive vers le sud. Apparemment, cette offensive a commencé. Alors, ça n'est pas fini pour autant. L'objectif de Yamoussoukro est évidemment symbolique. C'est la capitale administrative, c'est la capitale officielle de la Côte d'Ivoire, mais personne n'a pensé que Laurent Gbagbo se battrait pour Yamoussoukro. On a toujours pensé que son fief, sa place forte, c'était Abidjan. Et le sort d'Abidjan reste à déterminer. Ça n'est pas fini non plus, car ne l'oublions pas, nous sommes quand même dans un pays où le 28 novembre dernier, 46-47% des Ivoiriens ont voté pour Laurent Gbagbo. C'est un pays divisé. C'est un pays profondément divisé. Ce n'est pas une armée qui arrive dans un terrain libre de gens qui se rallient à elle et qui changent d'avis brusquement. Ça veut dire que ça reste un combat difficile, un combat incertain, parce que ces 46-47%, on a tellement dit que ces élections étaient bonnes, qu'il fallait les respecter. Il faut aussi respecter les 46 ou 47% des gens qui ont voté pour Laurent Gbagbo et qui, avec une certaine inquiétude probablement, voient cette offensive qu'ils redoutaient depuis des mois, qui semble se déclencher venue du Nord. Quelle sera leur réaction? C'est difficile à dire. Ça sera tendu, ça sera difficile et ça se jouera évidemment aux abords d'Abidjan. Jean-Bernard, est-ce qu'il y a des défections du côté de l'armée? C'est difficile à dire. On a l'impression que ces dernières heures, le camp de Laurent Gbagbo lançait des appels un peu désespérés à des recrutements, notamment à la jeunesse ivoirienne, l'appelant à prendre les armes, à rejoindre les forces militaires, leur promettant une formation militaire express. D'abord parce que la situation militaire l'exigeait, on pressentait que cette offensive allait venir et qu'il fallait effectivement renforcer les rangs. Peut-être y a-t-il des défections. Ça reste le pari du camp de Ouattara et probablement d'ailleurs au-delà de Ouattara, de tous ceux qui le soutiennent dans la communauté internationale, en se disant que Laurent Gbagbo probablement ne changera pas d'avis, mais peut-être dans son entourage, et vous avez raison de mentionner l'armée ivoirienne, peut-être des officiers supérieurs qui pourraient changer, sinon de camp, au moins changer d'avis. Alors, vous restez avec nous, Jean-Bernard. On va repartir, si vous le voulez bien, en Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe sur le terrain. L'une de nos journalistes était en Côte d'Ivoire il y a de ça quelques jours. Elle a tourné à Abidjan et elle a rencontré, on en parlera peut-être, Jean-Bernard, ce commando invisible qui serait donc des proches d'Alassane Ouattara. On ne sait pas très bien qui est à la tête de ce commando invisible. En tout cas, ils ont pris les armes à Abidjan et l'une de nos journalistes a rencontré l'un de ses chefs. Reportage. On l'appelle le commandant Esprit. C'est l'un des chefs des commandos invisibles. Il se bat depuis plusieurs semaines dans le quartier d'Abobo pour faire tomber le président sortant, Laurent Gbagbo. Ce n'est pas la France, ni le Burkina, ni le Mali qui va venir enlever Gbagbo pour nous. C'est nous-mêmes. Tous ceux qui se réclament ivoiriens, tous ceux qui savent qu'ils sont ivoiriens, qui pensent qu'ils ont des parents qui sont en train de mourir, que ce soit à Yopougon, que ce soit à Bobo, que ce soit à Tokoubé ou dans ces villes. C'est le moment de se lever. Dans une ville défigurée par la guerre, il faut prendre un hélicoptère pour aller à l'hôtel du Golfe, où vit depuis 4 mois Alassane Ouattara. Ici, on parle de révolte populaire. Ce n'est pas une guérilla ni organisée par Alassane Ouattara, ni voulue par lui. C'est une réaction d'une certaine forme de la population excédée. S'il ne se reconnaît pas officiellement dans les commandos invisibles, le gouvernement d'Alassane Ouattara appelle les populations à continuer à résister. Mais de l'autre côté de la ville, le camp Gbagbo assure que ces commandos sont incontrôlés et divisés, qu'ils sont un mélange de forces nouvelles, ceux qui ont fait la guerre au nom de Ouattara, et de déçus qui font cavalier seul. Il va tout faire pour s'en débarrasser. Lorsque des rebelles affichés comme tels, c'est-à-dire ils ne se sont pas donné un autre nom, c'est-à-dire des rebelles, des gens
qui ont décidé de tuer. Commettre des exactions, c'est comme si c'était normal. Combien sont-ils et à qui obéissent-ils? À Abobo, on affirme avoir un objectif commun, le départ de Laurent Gbagbo. Nous sommes partout. Nous allons taper, et très fort. Pour éviter la bataille d'Abidjan, plus de 800 000 personnes ont déjà quitté la capitale économique. Voilà, alors nous a rejoint sur ce plateau Sogona Bamba, bonsoir. Merci d'être là. Je sais que c'était un peu compliqué pour vous de venir. Vous êtes conseillère en communication du président Alassane Ouattara et ancienne porte-parole de campagne. Alors, le camp de Laurent Gbagbo, on les a invités, ils ne sont pas venus. William Atebi s'est désisté une demi-heure avant le début de cette émission. Et Charles Zadi, qui devait prendre sa place, s'est également désisté. Donc ce soir, nous n'entendrons pas la parole du camp de Laurent Gbagbo. Sogona Bamba, on le disait, les forces pro-Ouattara se sont emparées de plusieurs villes du pays. On va peut-être d'ailleurs pouvoir revoir à nouveau cette carte en très peu de temps, en 3 jours de temps. Il y a eu très peu de résistance, presque aucune. Vous expliquez ça comment? Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? D'abord, je voudrais vous dire merci et vous dire que ce ne sont pas des forces pro-Ouattara, ce sont les forces républicaines. Parce qu'ils sont derrière la légitimité. Ouattara est le président élu et donc il faut que cela soit su de tout le monde que ce sont les forces républicaines. Et vous avez vu, nous avons toujours dit que M. Gbagbo, que personne, aucun soldat n'accepterait de se faire tuer pour M. Gbagbo s'il n'était pas pris en otage. Et vous voyez très bien que aujourd'hui, nous avons épuisé toutes les voies de recours. Nous avons épuisé toutes les tentatives de règlement par la diplomatie et tout. Et il s'est trouvé que cette ancienne force nouvelle qui est derrière la légalité s'est dressée ne serait-ce que par légitime défense, pour essayer de protéger les populations. Et vous voyez en face que les hommes de Gbagbo, ils ne combattent pas. À Bangoro, ils n'ont pas combattu. Alors justement, comment expliquer ça? Oui, mais parce qu'ils ne veulent pas se faire tuer pour du faux. Ils savent que Ouattara, ont fait défection, donc ces soldats? Que Ouattara a gagné ces élections de manière propre et démocratique et ils n'accepteraient pas de se faire tuer pour M. Gbagbo. Ils étaient pris en otage par des officiers supérieurs et disons même par la police tribale de M. Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, ils ont d'autres jeunes qui ont pris les armes en face et ils ont vu que ça ne servait à rien de se laisser tuer pour quelqu'un qui ne veut pas suivre les règles du jeu démocratique. Est-ce que vous avez ce soir des informations à nous donner sur la situation à Yamoussoukro? Mais j'ai eu mes parents ce matin de Yamoussoukro. Ils m'ont dit qu'ils ont vu les forces républicaines dans la ville de Yamoussoukro. Et je crois que les autres, ils ne combattent plus. Parce que y a d'autres qui se rallient et il y a d'autres qui ont compris que M. Gbagbo et sa garde tribale dirigée par M. Dogbo et autres et M. Mangou sont aux abois. Alors les gens quittent un à un le navire, les rats quittent un à un le navire. Mais madame, est-ce que ce à quoi on assiste aujourd'hui apparemment ne légitime pas un petit peu quand même le discours de Laurent Gbagbo qui disait élection ou pas élection, le pays était coupé en deux depuis 2002 et les forces du Nord, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, un jour se décideraient vers le Sud et essaieraient de prendre leur revanche. C'est ça son discours. Et aujourd'hui, à quoi on assiste? Effectivement, les forces du Nord qui descendent vers le Sud. Oui, ils descendent. Je pense que c'est par légitime défense. Parce que vous ne pouvez pas avoir un monsieur qui a gouverné un pays et puis qui peut accepter de laisser ses partisans brûler des jeunes comme ça. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, on ne peut pas regarder ça, même si ça légitime ce qu'il a dit, mais je veux vous dire qu'il y a des raisons pour montrer ce que les hommes de Gbagbo ont fait. Il y a aussi et des donc, exactions. devant ça, il y a une légitime défense.
Il y a aussi des exactions qui ont été faites du côté... ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'en général, les gens essaient toujours de jouer, les journalistes essaient toujours de jouer les équilibristes. Mais là, ce sont des organisations, en l'occurrence Human Rights Watch. Oui. D'accord. Alors, parlons maintenant du politique. Quelle sortie de crise on peut imaginer est-ce qu'il est possible de ne pas passer par les armes? Est-ce qu'il y a encore possibilité, en d'autres termes, de négocier avec Laurent Gbagbo? Je pense qu'on ne peut pas négocier avec tout le monde. C'est vrai que ces images sont horribles. Je vais rappeler, vous savez, il y a Elie Wiesel qui a dit qu'en matière de crimes contre l'humanité ou en crime de guerre, le mensonge, le contraire de la vérité, ce n'est pas le mensonge, c'est le silence. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous taire sur ces choses-là et nous ne pouvons pas dialoguer avec quelqu'un qui s'adonne à de tels crimes. Si ça peut éviter un bain de sang à Abidjan, madame. Je vais vous dire, monsieur, excusez-moi d'aller une fois au bout de mes idées, je vais vous dire que nous avons déjà dialogué avec M. Gbagbo. Le peuple de Côte d'Ivoire a déjà dialogué avec M. Gbagbo dans les urnes. Donc il n'y aura plus de dialogue. C'est ce que ça veut dire. Il n'y aura plus de dialogue. Non, ça dépend. S'il reconnaît les règles du jeu démocratique, sa défaite, tout est possible. S'il reconnaît sa défaite et s'il reconnaît qu'il doit revenir à la raison, que le fait de s'agripper, mais de manière antidémocratique au pouvoir, que ce n'était pas la solution, vous connaissez, enfin moi je connais M. Ouattara, c'est un homme de paix, c'est un homme de dialogue et c'est aussi un homme de parole. Mais ça veut dire que vous voulez une capitulation sans condition de Laurent Gbagbo ou vous êtes prêt à discuter? Il est prêt à aller à l'Union africaine apparemment. Laurent, si ça peut éviter un bain de sang à Abidjan. Il a capitulé déjà dans les urnes, c'est fini. Le peuple de Côte d'Ivoire ne veut plus. Mais il doit reconnaître sa défaite. C'est pas une capitulation. Il utilise une armée qui est nourrie, logée, habillée, armée par tous les Ivoiriens pour tuer d'autres Ivoiriens. Vous parlez de capitulation. Est-ce qu'on peut imaginer une réconciliation nationale? Parce que Jean-Bernard le disait, c'est un pays aujourd'hui qui est divisé, la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'on peut 47% des Ivoiriens ont voté pour lui. Est-ce qu'on peut imaginer... C'est ce que je vous dis, monsieur. Il n'y a aucun problème. Un gouvernement d'union nationale sans Laurent Gbagbo reconnaît sa défaite. Le président Alassane Dramane Ouattara, je suis persuadée, lui tendra la main. Ça veut dire un gouvernement d'union nationale à le protéger. Ça veut dire un gouvernement d'union nationale. Vous seriez prêt à ça? Madame, comment on peut gagner des élections et on va vous forcer de faire un gouvernement d'union nationale? Non. Le président Alassane Ouattara était d'accord pour ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Accepté qu'il ferait un gouvernement d'union nationale. C'est valable encore aujourd'hui, cette proposition? C'est toujours valable à condition que M. Gbagbo Laurent reconnaisse sa défaite, à condition qu'il arrête de lancer des obus et des bombes sur les populations civiles. Et tout sera possible. Alassane Ouattara est ouvert au dialogue. Cette information, quand même, en provenance de Côte d'Ivoire, selon des habitants et des sources militaires, eh bien, les forces pro-Ouattara ou les forces républicaines, si vous préférez, contrôleraient apparemment ce soir Yamoussoukro. Yamoussoukro, je rappelle, qui est la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Vous avez été invité à vous rendre à Addis Abeba le 4 avril par l'Union africaine pour justement négocier avec Laurent Gbagbo. Est-ce que vous allez y aller à Addis Abeba? Oui, tout dépendra de ce qui va se passer d'ici le 4 avril. Mais je vais vous dire déjà que Alassane Dramane Ouattara est ouvert et a toujours été ouvert au dialogue et à la négociation. Mais j'ai peur que nous ayons épuisé toutes les voies de recours. Alors finalement, Charles Zadi nous a rejoint. Merci beaucoup. Boni Anselme. Ah, alors voilà, excusez-nous parce que c'est un peu compliqué pour nous ce soir. Parce que, en fait, pour tout dire, il faut le dire à nos téléspectateurs, William Atebi devait venir. Il s'est désisté au dernier moment. C'est approche de Laurent Gbagbo. Alors Charles Zadi devait également venir. Il s'est également désisté. Et vous avez eu le courage de venir. Alors vous allez vous présenter. Vous êtes un proche de Laurent Gbagbo et vous allez vous présenter. Tout à fait. Alors donc, je suis M. Boni Anselme.
Et donc, je soutiens la majorité présidentielle, incarnée justement par M. Laurent Gbagbo. Et donc, je suis venu sur ce plateau pour rétablir la vérité. Alors, première question, les forces d'Alassane Ouattara, les forces républicaines, se sont emparées en l'espace de 3 jours de plusieurs villes du pays. Elles n'ont rencontré quasiment aucune résistance. On apprend ce soir qu'elles contrôleraient Yamoussoukro. Que s'est-il passé? Est-ce que ça veut dire que l'armée lâche Laurent Gbagbo? Chère madame, je pense que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, c'est la France, la force licorne et l'ONUCI qui bombardent les civils ivoiriens. L'ONU bombarde? C'est l'ONUCI et la force licorne qui bombardent les forces ivoiriennes. On n'a aucune information de ce genre-là, en tout cas, qui nous revient, et pourtant on a des journalistes sur place. Chère madame, aujourd'hui, tous ces points dont vous venez de parler, c'est-à-dire Yamoussoukro, Issia, Daloa, etc., Bengourou... Ne sont pas tombées, ces villes? Elles sont tombées. Moi, personnellement, je n'ai aucune information. Il ne fallait pas être sur le plateau parce qu'il s'agit de ça. Il fallait vous informer, monsieur, avant de venir. Je dis que vous savez, il y a beaucoup de désinformation. Il y a beaucoup de désinformation. Même si ces localités sont tombées, je suis en train de vous dire, chère madame, qu'aujourd'hui, c'est la force licorne et l'ONUCI qui bombarde justement les forces ivoiriennes. Aujourd'hui, l'ONUCI, qui a toujours convoyé les forces rebelles, les forces terroristes, en tout cas, adopte une stratégie, envoie ces forces terroristes dans les localités. On croit entendre Kadhafi, là. Les forces terroristes dans les localités, et puis, peu de temps après, les gens, ces forces tirent en l'air. Vous ne répondez pas à ma question. En tout cas, on n'a jamais eu information ou vent de bombardement de la part de l'ONU. Est-ce que l'armée lâche aujourd'hui Laurent Gbagbo? On sait qu'il y a beaucoup de défections dans l'entourage de Laurent Gbagbo. C'est un président sortant de plus en plus acculé. Chère madame, l'armée ne lâche pas le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez? Lorsque les forces onusiennes et la force licorne bombardent des forces, qu'est-ce que vous voulez que les gens répondent à ça? Les gens n'ont pas les choses... vous avez entendu Nicolas Sarkozy dire que, en tout cas, il faut que la communauté dite internationale interdise au président Laurent Gbagbo d'acquérir des armes lourdes. Justement, c'est pour pouvoir favoriser les bombardements, etc. Alors, les partisans d'Alassane Ouattara, les forces pro-Ouattara vont sans doute, après Yamoussoukro, se diriger vers Abidjan. Est-ce que vous préparez à une bataille à Abidjan? Est-ce que vous distribuez des armes pour les contrer? Évidemment, chère madame, comme je l'ai dit tantôt... Vous êtes prêt, donc? Comme je l'ai dit tantôt... ce sont les forces onusiennes et la force licorne. Oui, mais ça, c'est votre discours, c'est toujours la même rhétorique. Moi, je vous pose des questions. Maintenant, je dis que c'est vrai, si effectivement les forces de l'Alassane Ouattara, comme vous le dites, si ces forces-là viennent à Abidjan, arrivent à Abidjan, sans l'aide de la force licorne et des forces onusiennes, eh bien, ces forces-là rencontreront en tout cas une résistance. En tout cas, nous, ce que nous souhaitons vivement, c'est que ces forces d'Alassane Ouattara, ces forces terroristes, comme je les appelle, si elles ne sont pas soutenues, il ne faut pas que ces forces soient soutenues par la licorne et les forces onusiennes. On va écouter, si vous le voulez bien, Guillaume Soro. On va le réécouter, Guillaume Soro. Il était tout à l'heure sur notre antenne à 18h30. Guillaume Soro, qui est le Premier ministre d'Alassane Ouattara, il donne quelques heures à Laurent Gbagbo pour transmettre le pouvoir. C'est un ultimatum de Guillaume Soro. On l'écoute. Je ne vais pas dévoiler ici sur les plateaux de France 24 la stratégie militaire des forces républicaines, mais je dis simplement que M. Gbagbo a quelques heures pour transmettre pacifiquement le pouvoir à M. Ouattara. Donc il ne peut pas avoir de cesser le feu. Nous demandons à M. Gbagbo, je ne parle pas de jours, je ne parle pas de semaines. Il n'y a que quelques heures pour quitter le pouvoir. Il a quelques heures pour quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo, vous répondez quoi à Guillaume Soro, alors que l'étau se resserre autour du président sortant? Je réponds à M. Guillaume Soro que si ces forces, soi-disant républicaines, parce qu'une force républicaine,
c'est une force, madame, qui respecte, je dirais, qui respecte les lois républicaines. Aujourd'hui, on a vu, hier plutôt, on a vu des gens, des terroristes, brûler des choses, des personnes. Non, alors ça, on va arrêter. Oui, il y a des exactions dans les deux camps, on l'a dit. Human Rights Watch, donc on ne va pas montrer de photos, etc. Mais non, mais ça, ce sont de la désinformation, madame. Lorsque les forces terroristes ont attaqué la télévision ivoirienne à Bobo, les deux gardiens ont été brûlés. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on des femmes revienne. Ont été éventrées, etc. On va pas faire. Non, s'il vous plaît, on arrête. Ça, c'est quoi? On arrête immédiatement. C'est les femmes qui marchaient. Monsieur Gbagbo Laurent a tiré sur les femmes qui marchent. Et ça, c'est quoi? Vous savez quoi? S'il vous plaît, je voudrais qu'on revienne, s'il vous plaît. Non, mais de toute façon, personne ne voit rien. On arrête, tout de suite, on arrête ce débat. On arrête ce débat. On va revoir, si vous voulez, un reportage de Dominique Gerda sur place. Je ne sais pas si vous avez vu cette image de cette femme. On va voir, s'il vous plaît, un reportage de Dominique Gerda qui a été tourné à Abidjan. Dans les rues d'Abobo désormais, ce sont eux qui font la loi. Lui prétend qu'il a 21 ans. On a du mal à le croire. Tous ou presque dans ce quartier au nord d'Abidjan ont voté pour Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de novembre dernier. Mais Laurent Gbagbo, au pouvoir depuis 10 ans, refuse de céder la place. Alors ils sont de plus en plus nombreux comme eux à prendre les armes pour le renverser. Vous pensez que la seule solution, c'est la guerre? Parce que c'est pour faire quitter Gbagbo la force. Nous savons où donc. Nous savons où sont ces matériels, ces trucs. S'ils pensent que nous ne pouvons pas avancer, qu'ils s'assoient, qu'ils nous regardent. Nous allons avancer dans la semaine. La nuit dernière, un obus est tombé sur le toit de cette maison. Il a tué 3 enfants âgés de 2 à 12 ans qui étaient couchés là. Les troupes loyales au président sortant ne s'aventurent plus guère à Bobo. Elles préfèrent tirer de loin, à l'aveuglette. Avant-hier, on n'a pas dormi. Hier aussi, il y avait des tirs partout. Donc, pour dire à M. Laurent Gbagbo, la population souffre. Nous, les Abobolans, on souffre. Soudain, tout près, des rafales d'armes automatiques. Nul ne sait qui a ouvert le feu, ni sur qui. L'autre côté là-bas. Allez vers là. L'autre côté là-bas. Depuis le début des violences, les Nations Unies ont renforcé leurs patrouilles dans les zones à risque. C'est ici, le 3 mars dernier, que 7 femmes qui manifestaient pacifiquement ont été abattues à la mitrailleuse lourde par les forces fidèles à Laurent Gbagbo. Le président sortant qui s'accroche à son fauteuil malgré la condamnation quasi unanime de la communauté internationale réclame sans succès le départ des casques bleus de Côte d'Ivoire. Plus le temps passe, plus la tension monte. Il suffit parfois d'un rien pour que les esprits s'échauffent, même entre gens du même bord. Ce chauffeur de bus a eu le malheur de ne pas se ranger assez vite sur le bas-côté pour laisser passer les combattants. Il s'en tirera avec une belle frayeur, mais vivant. Sogona Bamba, on arrive à la fin de ce débat. Vous vous êtes calmé entre-temps, merci. Vous êtes prêt encore à des concessions? Vous êtes prêt encore à discuter avec les partisans de Laurent Gbagbo pour éviter un bain de sang? On craint une bataille à Abidjan. Bien sûr, madame. Ouattara, je vous l'ai dit et je le répète, est un homme de dialogue. C'est un homme de parole et aussi c'est un homme de paix. Et je crois que si M. Gbagbo Laurent se plie aux règles du jeu démocratique, qui l'ont évincé du pouvoir à 54,10%, pour laisser la place au président démocratiquement élu qui est Alassane Dramane Ouattara, je crois qu'il n'y a aucun problème que les deux s'entendent pour trouver une solution pacifique. Mais vous avez vu, depuis 4 mois, nous sommes à la recherche de solutions pacifiques. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, madame, c'est que cette rivalité entre Ouattara et M. Gbagbo Laurent n'a pas commencé maintenant. On avait dit que c'était les élections qui allaient finir. Oui, mais on va pas refaire l'historique des contentieux entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. On a compris que vous étiez d'accord, que vous tendiez encore la main aux partisans de Laurent Gbagbo, et c'est ce qu'on retiendra
débat ce soir. Un dernier mot, Boni Ansem, vous êtes prêts, vous encore, à dialoguer? Le président Laurent Gbagbo... Pour éviter la guerre, le bain de sang? Le président Laurent Gbagbo, chère madame, a toujours tendu la main. Le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il a constaté, grâce au rapport fait par les observateurs internationaux, l'Union africaine, la société civile, le Premier ministre Kofi Goué, etc. Suite à ces rapports, le président Laurent Gbagbo a dit qu'il faut un comité d'évaluation, qu'il faut en tout cas faire un recomptage, etc. Et tout dernièrement, le président Laurent Gbagbo a toujours tendu la main à M. Alassane Dramane Ouattara. D'accord, c'est terminé. On vous retrouvera peut-être tous autour, en tout cas on l'espère, autour d'une table pour négocier, pour dialoguer. Merci à tous les deux d'être venus pour ce débat. Tout de suite, le journal avec Raphaël Kahn, l'édition de 20h. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver bien demain à partir de 19h10 pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.